Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Vaincre la dépendance affective. La dépendance affective, c'est vivre des relations amoureuses, douloureuses, chaotiques, c'est avoir des relations excessives, c'est voir les choses tout en noir ou tout en blanc et ne pas connaître le juste milieu. C'est remettre en question toute la relation sur un mot, une phrase, c'est croire que l'autre va pouvoir combler notre vide intérieur. Parce qu'étant enfant, nous avons manqué de l'amour, de la tendresse, de la reconnaissance, de la valorisation dont nous avions besoin. C'est manquer de sécurité personnelle, c'est avoir une mauvaise et une faible image de soi. C'est manquer de confiance en soi et d'avoir un complexe d'infériorité. C'est croire en la honte, de n'être que ce que l'on est. C'est se croire indigne de mériter mieux, c'est se satisfaire de miettes, c'est accepter ce que l'on ne peut ou l'on ne devrait pas. C'est être prêt à mendier un peu de tendresse, de reconnaissance, d'attention, d'amour, c'est être dépendant de l'autre pour ne pas être rejeté, abandonné et malgré tout provoquer quand même ses réactions. Ce n'est pas se connaître, ne pas s'aimer, ne pas se respecter, ne pas s'apprécier. C'est vivre à côté de soi, en refusant de regarder droit dans les yeux. Essayer de faire se regarder dans un miroir une personne dépendante affectivement et demander-lui de se dire je t'aime et je t'accepte tel que tu es. C'est pratiquement impossible. C'est inconsciemment contrôler les autres, parler pour les autres, c'est en vouloir aux autres, de n'être pas ce que l'on voudrait qu'ils soient, c'est être perpétuellement en attente par rapport à l'autre, c'est croire que les autres sont plus importants que soi, c'est se croire important du bien-être d'autrui en étant sourd à ses propres besoins, c'est se sacrifier et donc être perpétuellement frustré. C'est vivre la passion avec de grands hauts et de grands bas, c'est avoir un rythme fou, une vie stressée, de fonctionner que sous pression. C'est être des adultes qui, enfants, ont enseveli leur véritable moi, leur vraie personnalité, sous des rôles et des masques pour être acceptés, reconnus et aimés. C'est se sentir en perpétuelle insécurité, être sans arrêt dans la culpabilité. C'est être ce que l'on n'est pas. C'est ne pas avoir, ne pas savoir se dire, s'exprimer sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, c'est être incapable d'un véritable dialogue. C'est la peur de voir l'autre découvrir qui l'on est vraiment. C'est voir l'autre pénétrer dans notre territoire protégé. C'est ne pas avoir de frontières intérieures personnelles bien déterminées. C'est être vulnérable, se sentir une proie facile pour les autres. C'est s'épuiser dans une relation impossible. C'est se contrôler soi-même pour ne pas être vraiment soi. C'est intérioriser ses colères et sa rage. C'est ne pas savoir dire non. C'est ne pas avoir d'espace pour soi. C'est être excessivement perfectionnisme. Dans les origines de la dépendance affective, globalement, on peut dire qu'elles se localisent toutes dans le passé de chacun, et plus particulièrement dans l'enfance. Elles ont un rapport direct avec les relations que nous avons eues avec nos parents et nos proches. Il s'agit avant tout de manques qui n'ont pas été satisfaits par les parents. Ces manques sont de différents ordres. Un manque affectif. Nous n'avons pas reçu l'amour, la tendresse que nous attendions et dont nous avons besoin pour pouvoir nous épanouir. Les parents ont pu nous transmettre ce qu'ils pouvaient nous donner, ce qu'ils avaient en eux, l'héritage de leur propre éducation. Ils n'ont pas pu nous apporter ce qu'eux-mêmes n'avaient pas connu ni reçu. Le manque se fait ressentir par la suite dans toutes les relations amoureuses. Peur de manquer d'amour, d'être rejeté ou abandonné. On acceptera toutes les situations, les frustrations, les humiliations, et cela rien que pour avoir ne serait-ce que les miettes
ou les restes de ce qu'on pourra avoir. Nous choisirons des partenaires qui nous feront rejouer les rôles que nous jouons enfants. Nous serons dominés, écrasés par les autres. C'est dans la logique de notre histoire personnelle, d'où l'importance de pouvoir analyser notre enfance, ce qui s'est vraiment déroulé, quelles étaient nos relations avec nos parents, comment était leur couple, quel message nous ont-ils fait passer, l'atmosphère était-elle plutôt favorable à l'épanouissement personnel ou plutôt à la contrainte, aux ordres. S'il y a un manque de reconnaissance, la personne que nous sommes différentes de nos parents. En général, nous ne sommes pas ce qu'ils voudraient que nous soyons. Nous ne correspondons pas à ce qu'ils attendaient de nous. Nous ne sommes pas à la hauteur des espérances qu'ils avaient mises en nous. Nous ne sommes pas en mesure d'accomplir leurs rêves. Ils nous demandent de ne pas être nous-mêmes. Et dans nos esprits d'enfants dépendants des parents, si nous nous montrons tels que nous sommes, alors nous ne serons pas aimés et acceptés. La peur du rejet et de l'abandon fait que l'on nie tout ce qui est soi, pour ne plus jouer que les rôles que l'on attend de nous. C'est valable pour les enfants qui, une fois adultes, continueront à se cacher derrière ces rôles et ces masques par peur d'être eux-mêmes, donc de ne pas être aimés par leur partenaire amoureux. C'est un manque de valorisation, notion très importante. Peut-être dans notre enfance, n'avons-nous pas été valorisés par nos parents, mais au contraire infériorisés, critiqués par le geste, la parole ou le regard. Si nous avons subi des violences physiques, verbales ou psychologiques, il est évident que nous ne serons pas par la suite des adultes sains et équilibrés, mais plutôt des êtres manquant de confiance en eux, limités dans leurs pensées et leurs comportements, des êtres frustrés, craintifs, peu sûrs d'eux, maladivement possessifs ou dépendants, des êtres qui ne pourront pas trouver l'équilibre intérieur. Nous avons été conditionnés d'une certaine manière à ne penser que négativement et de façon pessimiste. Nous aurons besoin de l'autre pour exister, nous sentir exister pour dominer ou pour être dominés, pour nous sentir valorisés ou dépréciés. De quelque sorte qu'elle soit, physique, verbale ou psychologique, les agressions, les manques de contact positifs sont intensément ressentis par les enfants. Adultes, ils en gardent des traces profondes dans leur corps et dans leur tête. Ils vont retransposer ces manques dans leur réalité d'adultes, en se choisissant des partenaires amoureux avec qui ils vont jouer, bien sûr, les mêmes rôles. Beaucoup de dépendants affectifs ne se sentent pas acteurs, mais victimes. Ils rejettent sur la faute sur l'autre ou sur les autres, sans se demander si, à force de recommencer encore et encore les jeux de rôle de leur enfance, ils n'adoptent pas eux-mêmes un rôle actif. Combien de fois entend-on ce n'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Je crois que lorsqu'on commence à s'interroger sur son histoire personnelle, il est important de se rendre compte qu'inconsciemment, on accepte le rôle qu'on nous fait jouer. C'est comme un chantage. Il faut être deux. Consciemment ou inconsciemment, nous acceptons de jouer le rôle de la victime ou du bourreau. Une personne dépendante affective et effectivement est incapable de se décrire, de dire qui elle est, ce qu'elle aime vraiment, ce qu'elle n'aime pas. Elle ne sait pas parler d'elle-même, n'ose pas ou a beaucoup de difficultés à le faire. Elle se considère comme entité négligeable. Il est donc pas nécessaire de perdre du temps à parler d'elle. Elle a une image négative d'elle-même parce qu'elle a pris à son compte la manière dont les autres la définissent. Elle ne vit que par le regard des autres. Elle passe son temps à dire qu'elle n'en fait jamais assez, qu'elle n'est jamais assez bonne, assez aimable, performante. Elle s'est fixé des objectifs très élevés.
et a une tendance au perfectionniste, et donc forcément à l'autocritique, l'autodénigrement, l'autocensure et l'autopunition. Elle est son pire ennemi et joue le rôle du parent critique vis-à-vis d'elle-même. C'est une personne qui vit à la surface d'elle-même, qui ne souhaite pas rentrer plus avant dans la connaissance de soi, car ce qu'elle pourrait y découvrir lui paraîtrait trop dangereux, trop douloureux, trop lié à la souffrance. Elle a tendance à se contrôler sans arrêt. Elle ne sait pas se protéger des autres, ni s'empêcher d'entrer dans l'espace d'autrui. Ses frontières internes sont soit inexistantes, soit partielles, soit encore valables pour certaines personnes, mais pas celles dont elle est proche. Et si nous prenions notre vie en main, décider de se prendre en main est la première décision personnelle à prendre, le premier jalon à poser. Décider est une démarche active. On marque ainsi sa volonté de faire quelque chose pour soi. On affirme ainsi que l'on veut prendre une part active dans sa vie. Nous décidons de devenir un acteur de notre vie. Nous ne nous considérons plus comme quelqu'un qui subit, mais comme quelqu'un qui va décider, agir, prendre des mesures pour être vraiment lui-même. Et c'est un énorme pas vers la confiance en soi. Nous sentons que nous sommes capables. Il y a bien sûr l'inconnu devant nous, mais désormais nous pouvons le faire parce que nous en avons la force et le courage. Je parle de courage car il en faut pour pouvoir entamer quelque chose qui peut complètement changer soi-même, sa façon de penser, de se comporter et sa vie. Il est tout à fait possible que votre vie change du tout au tout et que vous ayez par la suite à faire de nouveaux choix, à prendre de nouvelles orientations. Ne vous effrayez pas. Si vous en êtes au début de votre évolution, tout cela peut vous paraître impossible et infaisable dans l'état actuel. Celui où vous êtes, sachez cependant qu'il est formidable d'avoir décidé de s'engager sur ce chemin le moins fréquenté, d'avoir décidé que le passé tel que vous l'avez vécu ne vous convient plus et que vous voulez découvrir d'autres scénarios de vie. Même si ce chemin vous paraît difficile, il y aura des moments où vous aurez envie de baisser les bras. Ne vous découragez pas. Suivez votre rythme. Une fois que l'on s'est engagé dans cette nouvelle voie, toutes les autres nous paraissent sans intérêt. Parce que, au fond de soi, on sait que c'est la seule et unique voie pour pouvoir enfin se libérer du passé. Enfin vivre sa vie et découvrir sa vraie personnalité. Les enjeux sont vous et votre vie. Les dépendants affectifs sont des personnes très impatientes. Durant leur relation amoureuse, elles sont souvent frustrées parce qu'elles n'arrivent pas à obtenir rapidement ce dont elles ont besoin. Amour, tendresse, reconnaissance, valorisation. Cette impatience les gêne constamment. Elles ont toujours l'impression d'être en manque, mais aussi manquer de temps. Le temps s'écoule, leur vie s'écoule et elles n'ont toujours pas ce dont elles ont besoin pour vivre. D'où leur rapide changement d'idée, d'attitude, leur revirement incompréhensible et chaotique. J'ai remarqué que lorsque ces personnes reconnaissent qu'elles ont un problème de dépendance affective et qu'elles ont entamé la procédure de guérison, elles sont toutes surprises de voir à quel point elles ont changé. Elles qui étaient l'impatience même ont décidé de prendre du temps pour elles, pour leur remise en question, pour leur évolution. L'apprentissage de la patience se fait doucement. Sans doute découvrirez-vous au fur et à mesure que vous aussi, vous pouvez être patient. Les choses qui doivent arriver arriveront en leur temps. La précipitation est mauvaise conseillère, mais la patience est souvent récompensée. Soyez donc patient, acceptez que les choses prennent du temps, tout est relatif dans la vie. Les faits sont tels qu'ils sont. Ce qui change, c'est l'interprétation qu'on en fait. Pensez au verre d'eau à demi plein pour les optimistes, à demi vide pour les pessimistes.
Dans quel camp vous situez-vous? Lorsque vous aurez commencé votre prise en main, évitez de vous comparer aux autres. Suivez votre propre rythme. Ici, il est question de vous, de vos besoins, de trouver ce qui vous fait du bien. Si vous êtes un impatient et également dépendant affectif, vous verrez que ce cheminement ne peut pas se faire en accéléré. Chaque étape a besoin d'être vécue à fond, en ressentant, en vivant tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait. On ne peut faire les choses de façon superficielle, à la va-vite. Il faut aussi rentrer dans l'acceptation de ce que nous sommes. C'est quelque chose de très difficile pour nous. Les personnes comme nous ont du mal à se reconnaître, qu'elles ont des défauts. La moindre critique nous rend extrêmement vulnérables. Cela nous rappelle notre enfance, la façon dont on nous traitait, dont on nous dévalorisait, si nous faisions des complexes d'infériorité. Ce n'est pas par hasard si nous refoulons notre colère, si nous sommes frustrés pour rien, si nous interprétons de travers ce que l'on nous dit, si nous passons beaucoup de temps à vouloir à l'autre, à bouder notre coin, ce n'est pas fortuit. Si nous n'avons jamais exprimé nos colères, notre frustration de n'être pas reconnus et acceptés tels que nous étions, alors le fait d'être mis en question nous fait mal, très mal. Un des objectifs de cette démarche, c'est de pouvoir arriver à nous accepter tels que nous sommes, avec nos limites, nos défauts, notre sensibilité exacerbée, nos doutes à fleur de peau, nos imperfections, notre côté sombre, mais aussi nos qualités, nos possibilités, nos valeurs. En tant que personne habitués à avoir des opinions négatives à notre sujet, nous avons du mal à croire en nos côtés positifs. Quand les autres parlent de nous en bien, nous avons toujours tendance à regarder derrière nous, si ce n'est pas quelqu'un d'autre que l'on s'adresse. Cette méconnaissance de soi et ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui. Il y a l'acceptation de nos limites. Nous ne sommes que ce que nous sommes. En ayant tendance à nous comparer aux autres, bien souvent, en notre défaveur, nous finissons par trouver que nous ne valons rien. Nous finissons par être incapables de nous accepter tels que nous sommes. Nous n'acceptons plus non plus les autres, notre travail, notre vie. Accepter de vivre ce que vous sentez, de ressentir ce qui ne va pas. Ne vous fixez pas d'objectifs inatteignables. Acceptez de vivre votre condition d'humain imparfait, plein de contradictions, d'incompréhensions. Acceptez vous tel que vous êtes, peut-être maintenant, fragile, faible, vulnérable, fatigué, épuisé, las, stressé, en colère, plein de ressentiments, de rancune accumulée, d'émotions jamais exprimées. Nous avons le droit d'être comme nous sommes, et peu importe ce qu'en pensent les autres. Imparfait, nous avons trop souvent dû être celui que nous n'étions pas, jouer des rôles qui n'étaient pas les nôtres. C'est normal que nous ne sachions plus qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment se mettre à notre place. Il faut du temps pour se réparer, ce qui a été endommagé. Nous entreprenons là la reconstruction de nos fondations, celles sur lesquelles nous pourrons désormais nous appuyer en toute sécurité, car elles seront les nôtres. Nous en serons le maître d'œuvre, le maçon. Elles seront solides, fortes et saines. Il existe aussi l'acceptation de la solitude comme une période propice à l'évolution personnelle. Pour celui qui renonce à la dépendance affective et coupe court à des relations malsaines, au départ, la solitude est quelque chose de très difficile. Le fait de se retrouver seul est quelque chose qu'on peut difficilement admettre. Et il est vrai que dans certains cas, plusieurs pensent au suicide, seule solution pour eux dans ce désert qui est devenu leur vie.
Dans notre esprit, la vie de couple, même si elle n'était pas franchement ce qu'il avait de mieux pour nous, est préférable à cette solitude imposée. Mais si cette peur de se retrouver seul est aussi forte, c'est parce que on a peur de se retrouver seul avec soi-même. Cette personne que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas, cette personne qui nous est totalement inconnue. Là, on a peur de soi, de cette confrontation, peur de devoir être que son propre compagnon. Pour la première fois de notre vie, nous avons la possibilité de rencontrer cette personne que nous sommes et de découvrir qui elle est. Le fait de repartir dans une autre relation amoureuse nous permettrait même, une fois encore, de nous voiler la face. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, nous serons amenés à nous regarder en face, alors pourquoi perdre du temps à ne pas commencer tout de suite? Au début de votre évolution, si vous décidez de vous séparer de votre partenaire, il est possible que vous vous retrouviez seul, que vos amis disparaissent mystérieusement. Pourquoi? Sans doute parce que lorsque vous étiez deux, vous étiez comme eux. Maintenant, séparés, vous représentez une menace potentielle pour eux et l'équilibre de leur couple. Si cela a pu vous arriver à vous, eux ne sont pas à l'abri. Votre cas les met mal à l'aise et ils préféreront écarter ce qui les menace. D'autre part, peu de gens ont envie de vous écouter vous plaindre, pleurer sur votre sort, vos malheurs. Chacun a suffisamment de problèmes sans y ajouter ceux des autres. Si vous vous retrouvez dans cette situation, apprenez à apprivoiser la solitude, à en faire une amie. Si cela vous arrive à un moment précis, peut-être est-ce parce que maintenant vous êtes mûr pour la vivre et évoluer. Ne la craignez pas. Elle a un rôle très important à jouer dans votre évolution. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Vous allez quitter les chemins que vous connaissiez, ceux de la souffrance, de la douleur, de la répétition de rôles, de masques que vous portiez depuis votre temps d'enfance. Vous connaissez ceux que vous décidez de quitter, mais vous ne savez pas ce qui vous attend. Votre décision est très courageuse. Le parcours, sachez-le, est un parcours fabuleux, au cours duquel vous découvrirez des facettes de vous-même qui vous épateront certainement. Cette solitude, vous en avez besoin. Vous avez besoin de concentrer toute votre attention et votre énergie dans la découverte de vous-même. C'est difficilement conciliable avec une vie sociale ou familiale importante dans laquelle les autres n'arrêtent pas d'accaparer votre attention et votre énergie. C'est à vous de faire des choix, d'établir des priorités, pour avoir du temps pour vous, pour réfléchir au calme. Donc, la découverte de soi-même, grâce à la solitude, est une chose importante. Une fois que l'on sent que l'on peut cohabiter avec soi-même en bonne entente, la solitude ne paraît plus aussi difficile à vivre. Peu à peu, on commence à se sentir en confiance, on apprécie cette solitude, on la recherche. C'est elle qui permet de se connaître. On apprend grâce à elle ses goûts, ses talents, ses prédispositions, ses besoins, ses désirs, ses envies, ses rêves. On goûte au calme et au silence favorable, à la réflexion, à la méditation, à la relaxation, au repos du corps et de l'esprit. On se demande comment on a pu vivre la vie qu'on a menée jusqu'à présent, comment on a pu penser au suicide. Personne ne vaut la peine qu'on se suicide pour lui. Peut-être s'être fait autant de mal à soi-même, et se poser la question du pourquoi. Pourquoi ne s'aimait-on pas? Pourquoi s'en voulait-on autant? Pourquoi nous maltraitions-nous tant? Pour qui? Pourquoi? Peu à peu, nous sommes gagnés par une sorte de confort personnel, de bien-être, à profiter de la vie par nos propres moyens. Nous découvrons ce qui nous attire, ce que nous aimerions faire, entendre, sentir, écouter, goûter. On a envie de se faire plaisir. Si jusqu'ici, vous ne vous souciez pas de vous, commencez très timidement alors à faire vos premiers pas pour vous faire plaisir, pour vous gâter un peu. Vous découvrirez avec surprise combien c'est bon, gratifiant, bienfaisant de s'occuper de soi, de prendre soin de soi,
On aurait voulu que quelqu'un le fasse. Pourquoi attendre qu'autrui le fasse? Pourquoi attendre d'autrui ce que l'on peut s'apporter soi-même? Mis en confiance, vous découvrirez que vous êtes une personne formidable. Vous aurez de plus en plus envie de vous gâter, et à laquelle vous prendrez plaisir à consacrer du temps, de l'énergie. Vous aurez envie d'être disponible pour vous et de vous faire plaisir. Bien dans votre peau, vous allez alors avoir envie d'aller vers les autres, de partager avec eux ce qui vous arrive, vos joies, vos pieds, vos peines, bien dans vos baskets. Vous sentirez l'égal des autres et automatiquement vous irez vers des personnes positives. C'est bien connu. Quand vous êtes mal, vous attirez plutôt des personnes qui sont aussi mal dans leur peau. Quand vous changez, vous devenez positif, aimant, ouvert, et donc vous attirez à vous des personnes positives et optimistes. Après avoir peut-être été abandonné par vos anciens amis, vous serez prêt à faire de nouvelles connaissances. Celles-ci parleront le même langage que le vôtre, vous comprendront, vous accepteront tel que vous êtes, puisque vous-même, vous vous acceptez ainsi. C'est dans la logique des choses. Par la suite, on recherche de temps en temps cette solitude, même si on a retrouvé l'équilibre, sa confiance en soi, sa force personnelle, des amis, une vie en accord avec celui qu'on est devenu. On a besoin de moments d'intimité avec soi-même, besoin d'espace et de temps pour soi, et soi seul. Donc accepter de revivre les souffrances de son passé pour s'en libérer est important. Il n'y a donc pas de miracle, on doit repasser par les souffrances vécues dans le passé pour pouvoir s'en libérer. N'oublions pas que les personnes dépendantes affectivement sont des êtres qui n'ont jamais exprimé leurs émotions, leurs sentiments, leur vraie personnalité. Elles ont toujours regardé au fond d'elles-mêmes tout ce qui n'allait pas, tous ces silences, ces secrets, tous ces mensonges, ces tabous. Pour s'en libérer, il faut les revivre, pour les mettre à jour, les sortir et les expulser, pour pouvoir ainsi leur ôter leur pouvoir de sabotage sur votre vie et leur force destructive, pour pouvoir les nommer, les rendre inoffensives et réaliser que nous ne sommes plus des enfants dépendants, mais des adultes. Nous pouvons redonner aux cauchemars, aux drames, aux situations dramatiques de notre enfance leur place relative dans notre vie. Une fois revécues, elles n'ont plus de pouvoir. Nos poids tombent, nos chaînes se désintègrent, nos coquilles se brisent et nous pouvons nous retrouver libres de ces entraves émotives qui ont gâché nos vies jusqu'à présent, nous pouvons enfin revivre, être nous-mêmes et surtout sans en avoir honte. Il peut être utile d'envisager le soutien d'un thérapeute. Cette démarche est souvent très douloureuse. Et on peut avoir besoin de quelqu'un en qui on a confiance pour aller jusque-là. Personnellement, je crois fermement dans l'écriture de lettres, que l'on n'envoie pas à ceux qui nous ont fait du mal dans notre enfance ou maintenant. Le pouvoir de ces lettres est extraordinairement puissant et libérateur. Le fait de pouvoir exprimer tout ce qu'on a sur le cœur permet de sortir ce que l'on a toujours enfermé en soi, en culpabilisant. Peut-être vous sera aussi pénible de faire votre propre bilan, de tracer votre portrait. Il est possible que vous craquiez en le faisant, ou que vous disiez que c'est trop difficile. Laissez cela en attente pendant un certain temps, et reprenez vos descriptions positives de vous quand vous serez prêt à le faire. Ne forcez pas. Il y a des phases et des phrases importantes pour vous aider à croire en vous. Voici par exemple une série de phrases que je vous propose de placer dans différents endroits de votre maison afin que tous les jours vous puissiez les lire, les relire et les ancrer profondément en vous. Elles vous aideront à vous prendre en charge, à vous apprécier, à vous aimer,
à vous rendre plus fort, à mettre des frontières saines par rapport aux autres, à vous départir des entraves émotives du passé. Ce ne sont que des propositions. Vous pouvez bien sûr créer vous-même vos propres phrases et vos propres affirmations. Commencez votre journée par des phrases de bienvenue, d'accueil de vous-même, de mise en confiance. Comme par exemple, bonjour, bon ma chérie, je te souhaite une super journée aujourd'hui, tu es unique et je t'aime et je t'apprécie tel que tu es. À toi de jouer et de faire en sorte que cette journée se passe bien. Je suis avec toi. Il y a aussi des phrases pour son enfant intérieur. Mon petit, utilisez votre prénom. Je suis près de toi, je suis ton meilleur ami, ton confident, le père et la mère que tu aurais voulu avoir. Tu peux avoir confiance en moi, je suis juste avec toi, juste pour toi. Tu es la personne la plus importante pour moi. Tu es un petit garçon, fille, qui souffre, mais je peux t'aider à apprendre à te connaître, à te découvrir, à t'apprécier, à t'aider à te respecter et à te faire respecter par les autres. Je suis là près de toi et juste pour toi. Il est important pour démarrer la guérison de reconnaître que vous avez un problème de dépendance affective. Je reconnais que j'ai un problème de dépendance affective et je fais prendre les mesures nécessaires pour arriver à l'équilibre intérieur et personnel. Comme avec les je décide de, ce sont des phrases qui vont vous aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. À partir d'aujourd'hui, je décide pour moi, je décide d'être vrai, je décide d'être moi-même et de ne plus jouer les rôles qu'on attend de moi, je décide de m'exprimer, de dire ce qui ne va et ce qui ne va pas, je décide d'apprendre à dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. Je décide d'éprouver et de ressentir mes sentiments et mes émotions. Je décide de vivre mes émotions et non de les fuir ni de les capter au plus profond de moi. Je décide d'apprendre à connaître mes besoins et mes désirs. Je décide d'exprimer mes besoins et mes désirs. Je décide d'ôter un à main les masques que j'ai dû porter pour me protéger. Je décide d'être bon, positif, chaleureux, tolérant et aimant envers moi-même. Je décide d'apprendre à me connaître et à m'aimer tel que je suis. Je décide d'investir du temps pour aller à ma rencontre. Je décide de commencer à remplir ma coquille vide de moi et de tout ce que je suis. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Je décide de travailler sur moi-même et de tout faire pour retrouver ma confiance en moi. Je décide d'écouter les messages que m'envoie mon corps. Je décide de parler de moi. J'en vaux la peine. Je décide de prendre ma place dans le monde et parmi les autres. Je décide de plus m'excuser de ce que je suis. Et pour ma vie, je décide de changer ma vie en changeant ma façon de penser, en changeant mon autocritique négative en autosuggestion positive, en changeant ma façon de me comporter envers moi-même et envers les autres. Je décide d'avoir confiance en moi. Je décide de me fier à mon instinct. Je décide d'écouter ma petite voix intérieure, elle seule. C'est ce qui est bon pour moi. Je décide de suivre ses conseils. Je décide de ce que je souhaite changer en moi et dans ma vie. Je décide que je ne suis plus le nourrisson dépendant de ma mère. Je décide que je suis adulte, intelligent et que je veux prendre ma vie en main. Je décide que je suis responsable de ma vie et de ce que j'en ferai dépend de moi. Je décide que je suis responsable de moi et que je concentre mon énergie sur moi et non sur les autres. Je décide qu'il peut m'arriver des choses positives et que je peux rencontrer des gens positifs. Par rapport au passé, je décide de comprendre mon passé. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi là je déprime? Pourquoi j'en suis arrivé là?
Je décide de me libérer de mes entraves émotives liées au passé. Je décide d'intégrer mon passé, d'en refermer la porte et d'ouvrir celle du présent. Je décide de vivre le présent de la meilleure façon possible. Je décide de ne pas penser de façon inquiète à l'avenir lointain. Je vis le présent, ici et maintenant. Je décide de ne pas me compliquer la vie avec des détails futiles. Je décide de ne pas m'inquiéter, de ne pas me créer de peur. Je décide de réagir quand je suis pris par la peur ou l'angoisse en respirant à fond, en inspirant de l'air et donc de l'énergie et d'expirer mes toxines, mes angoisses, ma peur jusqu'à ce que je me calme et je m'apaise. Je décide de ne plus me culpabiliser. Par rapport aux autres, je décide de me respecter, de me faire respecter par les autres. Je décide de refuser de prendre à mon compte les critiques ou les paroles blessantes des autres. Je décide de ne pas me laisser faire, ni marcher sur les pieds, de ne plus être soumis. Je décide de me faire des relations qui me font du mal. Plutôt de me défaire des relations qui me font du mal. Je décide d'aller vers les gens qui me font du bien. Je décide que j'ai le droit de vivre ma vie et non celle prévue pour moi par les autres. Je décide de ne pas me laisser définir par les autres, mais de me définir moi-même. Je décide de voir que je ne suis pas seul à souffrir, que d'autres vivent la même chose que moi et que nous pouvons nous aider. Si je me trouve dans une situation qui me fait mal, alors je décide de suivre le conseil de ma petite voix, d'être patient et de faire d'autres choix. Je décide de revoir mes choix et de mes orientations. Les anciens ne sont peut-être plus bons pour moi. Je décide de penser à l'événement de mon enfance auquel cette situation me fait penser pour essayer de comprendre comment je peux réagir sans pour autant blâmer l'autre. Je décide de parler à l'autre de ce qui ne va pas. Je m'explique. Je lui parle d'égal à égal. En cas de dispute et de colère, on s'arrête 20 minutes pour réfléchir chacun de son côté. Qu'est-ce qui a déclenché en moi cette réaction? Pourquoi? Qu'est-ce que ça me rappelle de mon enfance? L'objectif de la démarche pour se défaire de la dépendance affective est de retrouver suffisamment d'énergie et de confiance en soi pour pouvoir être vrai et aimer de façon saine et équilibrée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une excellente soirée ou une excellente nuit et à bientôt. Au revoir.